Le chapitre précédent était intitulé La quête de l'unité. Il a exposé les résultats de la démarche des scientifiques, physiciens, mathématiciens, depuis par exemple l'époque de Galilée et Newton, pour expliquer la complexité du monde et la ramener à quelques éléments constitutifs de base, des lois, des particules élémentaires, qui seraient donc le plancher sur lequel on peut construire la physique à notre époque. Bien sûr, une fois ceci étant admis, sachant que les résultats sont impressionnants mais certainement non définitifs, il y a encore beaucoup de, de travaux à faire pour asseoir cette base-là, se pose la question, est-ce qu'il est possible à partir de ces constituants élémentaires de remonter à la complexité des systèmes physiques qui nous entourent? C'est l'objet de ce chapitre et des autres chapitres qui suivent, sachant que celui-ci est plutôt dédié aux résultats des recherches qui ont été effectuées notamment au XIXe siècle. Donc l'enjeu est, partant des constituants de base, ici on va prendre les quarks et les gluons, dont on sait qu'ils sont les constituants, l'immense majorité des constituants de la matière qui nous entoure. On sait que ces quarks et ces gluons peuvent être associés par des forces, par l'interaction nucléaire forte et constituer des protons et neutrons. Longtemps, et c'est encore une bonne approximation, on peut considérer que les protons et les neutrons sont les constituants de la matière. Est-ce qu'à partir de ces postulats-là, est-il possible de reconstituer, par exemple, les propriétés chimiques, les propriétés des molécules, ou même les propriétés des systèmes biologiques? C'est tout l'enjeu. Notamment, c'est une recherche qui a débuté à partir du XIXe siècle. Donc, la remontée vers les systèmes physiques à partir de leurs constituants. Cette démarche-là va reposer sur deux grands principes, notamment au départ, on verra qui ont leurs propres limitations. D'une part, la hiérarchisation. Quand on a un système physique compliqué, est-ce qu'il est possible de le découper en strates relativement indépendantes les unes des autres, donc d'avoir des structures emboîtées, et donc avoir une structure hiérarchique. Et ensuite, une fois qu'on a défini des structures hiérarchiques, est-ce qu'il est possible à chaque niveau d'encapsuler les propriétés de ce niveau-là et pour pouvoir le traiter sans avoir à considérer les propriétés des étages qui l'emboîtent, qui sont en dessous. Alors, une vue hiérarchique d'une voiture, par exemple, eh bien, on la connaît. On part de la voiture, on part de tous les constituants d'une voiture. Ici, c'est une image, je pense, d'une Volkswagen, avec toutes les particules, j'ose dire, ou les constituants. Comment peut-on, à partir d'une voiture, remonter la complexité de la voiture et aboutir à l'objet lui-même? Ceci se fait à partir de plusieurs vues hiérarchiques. Et une vue hiérarchique correspond aussi, non, ce n'est pas forcément une propriété intrinsèque du système, c'est plutôt une vision qu'en a l'observateur extérieur. Par exemple, prenons cette voiture-là, eh bien, un piéton va la considérer comme un objet lourd, mobile, et dangereux, et qui peut donc le heurter. Il y aura une vision un peu globale. En revanche, le conducteur, lui, va descendre à un niveau hiérarchique inférieur, puisqu'il se pose la question de la conduite des différents outils, levier de vitesse, clignotants et voyants, qui lui permettent de faire conduire sa voiture. Et il peut en rester là, sachant que le garagiste, lui, qui se pose la question des réparations, va pouvoir ouvrir le capot du moteur et regarder les différentes pièces lorsqu'il y a des pannes. Le motoriste, lui, va aller encore plus loin puisqu'il est capable de décomposer le moteur en tous ses constituants. Et enfin, l'équipementier va descendre jusqu'à le niveau du boulon nécessaire pour assembler telle ou telle pièce. Donc, on peut avoir une vision complètement hiérarchique d'un système complexe comme une voiture, et cette démarche-là va pouvoir être étendue aussi au système physique. C'est à ce niveau qu'intervient la notion d'encapsulation d'un système ou d'un sous-système. Quand est-ce qu'on peut encapsuler un système ou un sous-système? C'est lorsqu'on peut définir une frontière bien définie avec son environnement, par exemple la carrosserie d'une voiture, contenant un assemblage de nombreux composants, on a vu tous les composants de la voiture, ayant un comportement collectif, la voiture roule, et des interfaces entrée-sortie en nombre limité avec l'environnement,
on a vu que le conducteur ne se pose pas la question de la multiplicité des pièces de la voiture qui la compose, mais se préoccupe de pouvoir agir, changer de vitesse et observer à partir des voyants le comportement de sa voiture. Donc on dira que le conducteur a une vision encapsulée de sa voiture dans laquelle il encapsule toute la complexité sous-jacente. Cette démarche-là a pris une ampleur dans nos sociétés modernes. Si on considère par exemple une carte, une puce électronique qui a des millions de composants, il est évident que dans les nombreux objets que l'on utilise dans la vie courante, on ne va pas s'intéresser à ce détail fin. En effet, les fabricants vont encapsuler cette complexité dans ce qu'on appelle une carte électronique, dans une puce, disons, et dans lequel seule va être intéressante les interfaces, c'est-à-dire les possibilités soit d'alimenter la puce ou au contraire de recueillir les informations. Eh bien, on a là un système complètement bien, ayant une frontière définie, comptant de nombreux composants, ayant un comportement collectif, puisque ça peut être un amplificateur, un détecteur d'ondes, etc., et ayant un nombre limité d'interfaces. Cette carte ou cette puce peut ensuite être encapsulée, par exemple, dans un smartphone, qui lui aussi aura à nouveau sa coque et puis ses différentes touches et voyants qui permettent d'interagir avec le smartphone. Donc une puce électronique est un exemple parfait de système hiérarchisé avec son système d'encapsulation. Donc ayant une fonction enfermée dans un domaine et définie par ses interfaces d'entrée et de sortie. Cette démarche, qui est valable aussi pour les systèmes électroniques, est aussi extrêmement développée en informatique, puisque les grands logiciels qui nous entourent correspondent à des milliers, voire des millions de lignes de code qui ne pourraient pas être gérables si c'était une simple liste de code alignés. La programmation objet, qui est née aux alentours des années 80, est un exemple de hiérarchisation et d'encapsulation, puisque un objet dans la programmation est une structure de code qui est enclavée, enfermée, et pour laquelle on définit des interfaces d'entrée et de sortie. Et donc un grand programme d'ordinateur n'est qu'un empilement, un emboîtage d'objets informatiques qui communiquent les uns avec les autres par un minimum d'interfaces. Aucun développement informatique d'ampleur actuelle ne pourrait être envisageable sans avoir ces notions de hiérarchisation et d'encapsulation. Alors, qu'en est-il pour les systèmes physiques? Si on part du plancher des quarks et des gluons, et si on va associer ces quarks et gluons dans des protons et neutrons, on va définir un domaine de physique qu'on appelle la physique des particules. Sachant ensuite que si on prend les protons et les neutrons et qu'on en constitue des noyaux atomiques, c'est tout le domaine de la physique nucléaire. Ensuite, les noyaux atomiques, on le sait, lorsqu'ils sont entourés de nuages d'électrons, constituent des atomes, c'est la physique atomique, et lorsqu'on associe entre eux des atomes, nous constituons des molécules, et ainsi de suite. Les molécules peuvent constituer, par exemple, l'ADN, ou constituer des virus, ou constituer des organismes vivants. Donc, ces stratifications-là sont assez établies et correspondent à des circonstances naturelles, puisqu'il y a des échelles de grandeur de l'ordre de 1000 ou de 100 entre chaque niveau, qui fait que la hiérarchisation est assez bien définie et on peut encapsuler les propriétés à chaque niveau, c'est-à-dire, par exemple, tout à fait faire de la physique atomique en ignorant la majeure partie des propriétés du noyau atomique et encore plus des quarks et des gluons qui composent les neutrons. La question fondamentale qu'on peut se poser, puisqu'on a dit dans le chapitre précédent qu'il n'y avait que 4 interactions fondamentales, si on met à part l'interaction du boson de Higgs, mais comment ces 4 forces vont-elles interagir, sachant que quand, par exemple, on considère une table ou une chaise à notre échelle, elle est cohérente, elle se tient debout, elle est rigide, il y a donc des forces qui la maintiennent, des forces de cohésion. Est-ce que ce sont des forces nouvelles ou est-ce que ce sont quelque part des avatars de cette interaction fondamentale? Donc question,
quels sont les mécanismes qui assurent la cohésion des structures aux différentes échelles, sachant que, a priori, on sait qu'il n'y a que 4 interactions fondamentales. Alors à droite, vous avez pour rappel le tableau des 4 interactions, la gravitation, mais elle est d'une intensité tellement faible qu'elle ne joue aucun rôle aux échelles de l'infiniment petit. Elle ne joue un rôle qu'à des échelles, par exemple d'une planète comme nous, ou d'une galaxie. L'interaction électromagnétique, qui est l'interaction des aimants et des charges électriques, qui a une portée infinie, puisqu'elle décroît, mais elle n'est jamais a priori nulle, sauf à l'infini. Elle est assez intense, et donc elle va jouer un rôle, sachant qu'à notre échelle, on l'aperçoit peu, parce que dans l'infiniment petit, en moyenne, il y a autant de charges positives et négatives, donc notre table est neutre, notre écran de télé, presque, et sont des éléments qui sont neutres et pour lesquels nous ne subissons pas de champ électromagnétique. L'interaction forte est une interaction extrêmement puissante, la plus puissante de toutes, mais avec une portée très faible, alors que l'interaction faible, d'une part, est de faible intensité et est une interaction de contact. Donc par conséquent, elle n'aura absolument aucun effet au-delà de la structure des quarks et des gluons. Donc, comment, partant des protons et de neutrons, qui sont des sacs de quarks, comment ces protons et ces neutrons, qui sont a priori composés de systèmes confinés, vont-ils interagir pour constituer un noyau atomique dont on sait qu'il est le siège de force et d'énergie assez intense. Ensuite, sachant si on comprend comment est constitué le noyau, il faudra ensuite comprendre comment les atomes, ainsi de suite. Donc la question se pose, c'est quelle est la nature des interactions et des symétries et des propriétés qui se propagent d'un étage à l'autre. On va voir que finalement, à part le cas des protons et de neutrons, seule l'interaction électromagnétique va être le moteur de la complexité des systèmes, notamment atomiques et biologiques. Alors prenons le cas du noyau atomique. Nous avons au départ des protons et des neutrons qui sont des assemblages de quarks. Ils sont confinés, c'est-à-dire qu'il est impossible de séparer les protons et les neutrons. Ils sont soumis à l'interaction nucléaire forte qui est de très courte portée. C'est-à-dire que même s'ils sont très confinés, l'interaction nucléaire forte a une petite portée de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. C'est-à-dire que cette interaction peut agir à une toute petite distance. Donc si on prend un proton et un neutron, par exemple, qui sont l'un neutre, l'autre chargé, donc qui n'a pas d'interaction électromagnétique, dès qu'on les éloigne d'une distance de plus de 1 ou 2 Fermi, l'interaction forte est trop courte portée, ils sont insensibles l'un à l'autre. Si ce sont deux protons, ils vont se repousser parce qu'ils seraient de même charge. Si maintenant on les rapproche un tant soit peu de l'ordre de 1 Fermi, là, les gluons des deux protons ou neutrons vont interagir et donc ils vont induire une force résiduelle qu'on appelait la force nucléaire il y a quelques années et qui va être responsable d'une attraction entre les deux. Si on veut rapprocher un peu plus les protons et les neutrons, eh bien, ils vont se repousser violemment parce que la mécanique quantique implique qu'il n'y ait pas plus de 3 quarks dans un proton et dans un neutron. Tout ceci va faire que donc l'interaction forte, du fait qu'elle ait une portée courte mais non négligeable, va induire un comportement qui fait que au-delà de 2 Fermi, les protons-neutrons ne sentent pas l'interaction nucléaire forte, jusqu'à 1 Fermi vont s'attirer violemment et puis ensuite se repousser violemment. Ça, c'est l'origine de la cohésion du noyau atomique. Et bien sûr, on pourra expliquer de manière beaucoup plus détaillée l'origine de cette interaction. Donc si on a compris comment, à partir de l'interaction forte, l'interaction résiduelle va permettre la cohésion des noyaux, ensuite va se poser la question, si on prend un noyau dans un atome, c'est un noyau composé de protons et de neutrons qui vont interagir avec un nuage d'électrons, sachant qu'a priori, il y a autant d'électrons que de protons. Et donc, globalement, l'atome va être neutre.
Il est évident que l'interaction électromagnétique va être majeure, puisqu'il s'agit ici de deux charges électriques opposées qui vont s'attirer. Et à ceci doit s'ajouter le fait que les grandes symétries de conservation de l'énergie, de conservation de moments angulaires et autres que nous avons vus dans les chapitres précédents vont agir. Donc il va y avoir aussi un couplage entre, par exemple, les moments cinétiques ou angulaires ou les spins des électrons et des noyaux. Donc, à ce niveau, l'interaction électromagnétique va devenir agissante pour constituer les atomes. Mais un atome étant neutre, si on veut constituer une molécule, comment va-t-on pouvoir avoir une molécule qui est cohérente et qui part pas qui ne sépare pas d'atomes, puisqu'on n'a plus que l'interaction électromagnétique et les atomes sont neutres. Alors, au niveau des molécules, et ensuite au niveau supérieur, comme par exemple la molécule d'ADN, etc., il faut interpréter et comprendre quelle est l'origine des forces qui assurent cette cohésion. Les premiers types de forces, ce sont des forces de type Van der Waals, dont on a bien compris désormais que ce sont des résidus de la force électromagnétique. Elle est donc extrêmement faible, mais suffisamment forte quand même pour assurer la cohésion des éléments qui nous entourent. Et notre cohésion à nous, puisque c'est la cohésion de nos atomes et de nos molécules. Comment expliquer ça? Alors, on part d'une image simple que tout le monde a fait dans sa jeunesse, d'avoir une règle en plastique et des petits bouts de papier. Les bouts de papier sont neutres électriquement, la règle plastique est neutre électriquement, donc rien ne se passe, il ne s'attire pas. Si maintenant on frotte la règle de plastique avec un chiffon, eh bien on va changer quand même la situation, puisque la règle plastique, on va arracher des électrons, et donc la règle en plastique va avoir une charge positive, puisqu'il y a un surplus, il y a des électrons qui ont été enlevés. Et comment cette règle chargée positivement va attirer des papiers neutres électriquement? C'est ce qu'on appelle l'effet dipolaire. C'est-à-dire que les électrons et les charges positives du papier, lorsqu'ils subissent l'interaction, les charges électriques négatives vont être plutôt attirées par les charges positives, alors que les charges positives vont être au contraire repoussées. Ceci va donc introduire, va dissocier l'ensemble des charges électriques qui sont neutres en deux sous-images, disons, et l'interaction positive des charges négatives et la répulsion positive va induire globalement une force qui va attirer les petits bouts de papier sur la règle quand elle a été frottée. Donc, on a un exemple comment, à partir d'éléments neutres, on peut créer quand même des forces d'interaction électromagnétique dipolaire. Bien, les atomes, c'est exactement la même situation. Ils sont neutres globalement, mais les nuages électroniques peuvent être déportés, peuvent être déformés, ou bien ils peuvent se déformer dynamiquement. En conséquence, on a une situation analogue au bout de papier. Même si les atomes sont globalement neutres, eh bien, le nuage électronique des électrons négatifs va être déporté par rapport au centre du noyau, et ceci va permettre d'induire des forces dipolaires entre les atomes. Ces forces-là sont des forces de type Van der Waals et donc sont de manière extrêmement importante dans toutes les réactions chimiques. Il y a une autre force aussi qui est plus qui est aussi quelque part une forme de résidu d'une interaction électromagnétique. Ce sont les forces de type covalence, mais cette fois-ci qui sont liées aux propriétés de la mécanique quantique et des propriétés d'invariance des couches électroniques sur lesquelles se situent les électrons. Elles sont plus puissantes, par exemple, elles expliquent par exemple la constitution des molécules d'hydrogène, d'oxygène ou de l'eau. Donc, l'ensemble des domaines de la physique se sont progressivement structurés et hiérarchiquement, et ensuite on a pu remonter à chacun de ces niveaux et voir comment, à partir des interactions élémentaires des quarks et des gluons, comment on peut définir les forces qui agissent à tous les niveaux
Et dès qu'on atteint le niveau des molécules, donc au niveau des molécules de la vie, de l'ADN, etc., c'est le résidu des forces électromagnétiques qui est à l'œuvre pour expliquer la cohésion des systèmes biologiques. Donc ceci est une synthèse qui explique les différents niveaux hiérarchiques qui sont utilisés pour l'étude des systèmes physiques. Mais encore faut-il que ces systèmes-là, ce soit possible. Or, il y a plein de systèmes dans la nature où il n'y a pas de hiérarchie possible. Quand on prend par exemple le vent, est-ce qu'on peut pas, il n'y a pas de sens de découper un petit morceau de vent. Le vent est un phénomène global qui ne se prête pas à la hiérarchisation et encore moins à l'encapsulation. L'eau qui coule, c'est la même chose. Donc il y a de très nombreux systèmes pour lesquels il n'y a pas de séparation en niveau hiérarchique possible. On verra que dans ces cas-là, on va utiliser la physique statistique qu'on va juste aborder dans quelques instants. Et puis, il y a d'autres systèmes, même de composition apparemment plus simples, qui n'ont pas d'échelle significative. Par exemple, la turbulence dans des liquides, par exemple, les structures fractales de la nature ou construites par les objets mathématiques. Là, il faudra inventer quelque chose qui n'est pas la physique statistique et qui est l'objet à partir du chapitre 4 des cours qui vont suivre. Alors revenons à la physique statistique et qui a émergé vers les années 1850 et qui est née à nouveau de la révolution industrielle puisque on a pu construire des machines à vapeur de plus en plus puissantes qui utilisaient donc les propriétés thermodynamiques des gaz chauffés. Et s'est posé la question, est-ce qu'on peut ramener les propriétés des gaz, la pression, température, etc., à des propriétés qui seraient liées à leur composition microscopique, c'est-à-dire des petites particules dites atomiques, qui à l'époque n'étaient pas prouvées et n'étaient pas observables, mais dont on pouvait postuler l'existence. Alors Maxwell d'abord a étudié une loi de probabilité qui a été ensuite confirmée par Ludwig Boltzmann, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas aux propriétés de chacune des molécules, il y en a 10 puissance 23, c'est impossible, mais on va s'intéresser uniquement à leurs propriétés statistiques, c'est-à-dire quelles sont les lois de probabilité qui gouvernent par exemple leur vitesse. Alors ceci est une image d'une simulation de molécules de gaz qui sont en agitation. Eh bien, Maxwell va postuler, inférer, parce qu'il n'a pas, je pense, démontré, simplement on a pu faire la démonstration plus tard, avec Boltzmann notamment, va renoncer à suivre les trajectoires de toutes les particules qui sont en train de se collisionner, mais simplement essayer d'imaginer la loi qui gouverne leur vitesse, sachant que dans un espace à 3 dimensions, la vitesse a 3 composantes, Vx, Vy, Vz. Il a postulé une loi qui est une loi exponentielle, qui exprime que la probabilité qu'ont les particules d'avoir une vitesse Vx dans la direction x est donnée par cette exponentielle-là, où intervient uniquement un paramètre qui est la température et aussi la masse des particules. Ensuite, ceci peut se généraliser à 3 dimensions, sachant qu'une fois qu'on a généralisé ça à 3 dimensions, le produit de m Vx carré plus Vi carré plus Z carré sur 2 n'est que l'énergie cinétique des particules. Donc, Maxwell a donc postulé une loi qui détermine la probabilité qu'ont les particules d'avoir telle ou telle énergie cinétique. Et la température joue un rôle. Plus la température est basse, plus la loi de distribution est écrasée, plus elle s'oriente vers les vitesses faibles, alors que si on se rapproche d'énergie plus élevée, de température plus élevée, on aura des vitesses qui sont de plus en plus piquées. Non, excusez-moi, c'est l'inverse. Lorsque la température est faible, on a des lois de distribution qui sont piquées vers les faibles vitesses, et plus on va augmenter la température, plus la probabilité qu'ont les particules d'avoir des vitesses élevées va devenir importante. Sachant que à notre échelle ici, qui est aux environs de l'échelle verte, nous avons environ, par exemple dans l'air, des particules qui vont de l'ordre de 400 mètres par seconde en moyenne.
Et à partir de ça, on a pu ramener des grandeurs macroscopiques, comme la température ou comme la pression, qui étaient des choses très étudiées dans les moteurs, à des propriétés microscopiques, c'est-à-dire que l'énergie, la température est reliée directement à la température, à l'énergie cinétique des molécules, puisque c'est donné par cette relation avec une constante K, qui est la constante dite de Boltzmann. Et de même, la pression qui résulte sur la paroi, qui résulte des chocs des molécules ou des atomes sur la paroi, peut se ramener à des propriétés moyennes de la vitesse des gaz. Donc, l'étude des gaz parfaits postulée par la loi de Maxwell permet de manière extraordinairement directive et simple de ramener les propriétés macroscopiques, que sont la température et la pression, aux propriétés microscopiques des molécules, à savoir leur vitesse et leur énergie cinétique. On peut donc parler de propriétés émergentes parce que, bien sûr, chacun des atomes ou des molécules n'a pas de notion de pression, n'a pas de notion de température. Lui, il suit sa trajectoire avec sa vitesse. Seul à l'échelle macroscopique, quand on fait la moyenne sur des très grands nombres de particules, on peut voir apparaître la pression et la température. Donc on peut dire que la pression et la température sont des propriétés émergentes des systèmes de gaz. Mais est-ce que c'est suffisant? Il y a quelque chose qui va apparaître, c'est qu'on peut visualiser dans cette simulation toujours. Ici, nous sommes dans un gaz à l'équilibre, qui a une température T donnée, une pression et un volume. Et si on laisse le système évoluer, la température et la pression ne vont pas changer, il n'y a pas d'évolution globale. Et d'autre part, le film paraît réversible, c'est-à-dire que si on inverse la simulation, on aura un nouveau film, mais qui paraîtra tout à fait naturel à l'observation. Si maintenant on imagine une situation où on colle ces molécules-là, le cylindre, le récipient, on le colle à un autre récipient qui est vide, et on ouvre une petite fenêtre entre les deux. Alors, première chose qu'on va observer, c'est que le système va évoluer, donc il n'est pas à l'équilibre, puisque les molécules, au fur et à mesure des trajectoires, vont progressivement migrer dans le deuxième compartiment pour avoir un équilibre entre les deux. Et cette fois-ci, le film va paraître irréversible, c'est-à-dire que le film qui montre les molécules progressivement allant dans le second récipient vont paraître naturelles, alors que la remontée inverse des particules quittant spontanément le récipient pour remonter dans l'autre est tout à fait improbable. Donc il y a quelque chose de supplémentaire qui manque dans la description pour rendre compte de ce phénomène-là. Eh bien, cette propriété émergente, qui n'est valable qu'à l'échelle des macroscopiques, c'est l'entropie. Et l'entropie, qui au départ avait une perspective purement macroscopique, puisqu'elle a été introduite par Clausius en thermodynamique, parce qu'il essayait d'expliquer les problèmes de dégradation de l'énergie lors de l'échange entre les systèmes. Il a beaucoup étudié les problèmes de rendement de machines à vapeur, etc. Et il s'est aperçu qu'il y avait des problèmes de rendement maximum, que l'énergie calorifique était plus ou moins dégradée selon les cas. Il a introduit une grandeur qu'il a appelée l'entropie. Ça, c'était au niveau macroscopique, au niveau à notre échelle. Ensuite, s'est posé la question, et ça, c'était un des grands travaux de Boltzmann, de ramener cette grandeur macroscopique à une compréhension des phénomènes au niveau microscopique. Ensuite, Boltzmann a démontré que l'entropie était liée au système, au nombre de configurations possibles des composants internes. Donc l'entropie était une mesure du désordre du système. Alors je reviens en arrière. En haut, nous avons un système qui est parfaitement désordonné, il n'y a pas d'ordre, donc l'entropie est maximum selon Boltzmann. À gauche, là en bas, nous avons un système qui est plus ordonné, puisqu'au départ, nous avons à droite un système qui est vide. On a donc trié les particules, elles sont toutes à gauche. Il y a un certain ordre, donc l'entropie est plus basse, puisque le nombre de possibilités pour les molécules est plus petit.
Donc c'est le lien qui se produit, qu'on peut faire avec l'entropie de Clausius, parce que ici on ne peut rien faire de cette énergie. En mettant un ventilateur ou une hélice dans ce gaz, il ne se passera rien. Alors que si on met une petite hélice à l'ouverture ici, les molécules traversant l'ouverture vont pouvoir agir. Donc, quand l'entropie est basse, on peut extraire de l'énergie utile de l'agitation des molécules. Et Clausius et d'autres ont démontré un théorème extraordinairement important qui dit que l'entropie ne peut que croître dans un système isolé, le désordre ne peut que croître. Donc l'entropie est une propriété émergente parce qu'elle peut être définie qu'à notre échelle et pas à l'échelle microscopique. Elle va jouer un rôle primordial dans la physique, d'abord thermodynamique, puis dans la théorie de l'information, puis désormais dans toutes les théories cosmologiques d'évolution de l'univers, puisque l'entropie, la croissance de l'entropie, la façon dont elle évolue, sont des propriétés universelles. Donc quand on a un système qui est hors équilibre, l'entropie est basse, le système a un peu d'ordre. Boltzmann nous dira que la façon de ranger les molécules dans un système comme ça est plus faible que dans le système à équilibre. Et Clausius dit qu'on peut récupérer une petite partie de l'énergie en mettant un petit ventilateur dans l'ouverture. À l'équilibre, l'entropie est maximum, le système est désordonné, le nombre de configurations est très élevé, et puis Clausius nous dit qu'on ne pourra pas récupérer dans l'état de l'énergie du système. Et donc, tout naturellement, le film que l'on peut faire ne va que dans un sens. On ne peut aller que vers des systèmes d'entropie basse, vers l'entropie maximum. Donc, la croissance de l'entropie introduit une flèche du temps, c'est-à-dire que la croissance d'entropie impose que la plupart des systèmes physiques voient apparaître une flèche du temps. Et c'est un immense paradoxe qui a pourri un petit peu la vie de Boltzmann, puisqu'il était convaincu de sa théorie. Mais beaucoup lui ont reproché en disant « Mais comment peux-tu expliquer qu'à notre échelle, il y a une flèche du temps, c'est-à-dire que les films ne peuvent aller que dans un sens, que le temps n'a qu'un sens, alors que quand on regarde au niveau atomique, les chocs des particules et leurs trajectoires, les particules et les trajectoires sont parfaitement compatibles avec un renversement du temps. » Donc, un enjeu philosophique et physique majeur, comment expliquer l'apparition d'entropie macroscopique avec la flèche du temps, alors qu'elle est basée sur des mouvements microscopiques qui, eux, n'ont pas de flèche du temps. C'est un problème sur lequel je ne m'étendrai pas, mais pour lequel Boltzmann a beaucoup travaillé. Il a établi notamment sa fameuse équation de Boltzmann qui exprime la façon dont les systèmes à entropie, les systèmes hors équilibre évoluent vers l'équilibre. Mais c'est toujours une grande énigme scientifique. Je fais référence ici à un numéro récent de la recherche, surtout à l'échelle de l'univers, où comment on essaie d'expliquer et d'appliquer le théorème de croissance de l'entropie à l'échelle de l'univers dans son ensemble. Donc l'entropie est une propriété émergente parce qu'elle découle de propriétés plus fondamentales tout en demeurant nouvelles ou irréductibles à celle-ci. Alors elle reste une entropie faible puisque l'équation que nous verrons peut-être un peu plus tard des collisions de Boltzmann permet d'interpréter la façon dont cette entropie apparaît et en décrivant la perte progressive d'informations qui a lieu lorsque les molécules au niveau macroscopique interagissent. Donc, propriété émergente, mais lorsqu'on arrive par des moyens théoriques ou pratiques à faire un pont solide entre le microscopique et macroscopique, on peut parler de propriétés émergentes faibles, sachant que quelquefois nous aurons peut-être des systèmes où ce pont est soit non perceptible ou quelquefois extrêmement difficile à formaliser. On parlera donc d'émergence forte. Et l'émergence forte, elle peut apparaître par exemple lorsqu'on étudie la propriété des essaims d'abeilles. Eh bien, le comportement global d'un essaim d'abeilles, de milliers d'abeilles, est difficilement réductible aux propriétés
individuelle de chacune des abeilles. Question aussi, est-ce que lorsqu'on a des systèmes de molécules biologiques et qu'on les assemble entre elles, est-ce que la vie qui apparaît, est-ce que c'est une propriété émergente des systèmes biochimiques? Est-ce qu'elle apparaît naturellement dès que les systèmes biochimiques ont une certaine complexité, dans certaines conditions? Et encore plus, lorsque les systèmes biologiques ont des systèmes neuronaux, à partir de quel niveau de complexité apparaît quelque chose d'émergent comme sous-produit de l'activité neuronale, à savoir la pensée? Et est-ce que la pensée est une propriété émergente du cerveau? Ce sont tous ces problèmes-là qui sont sous-jacents à un grand nombre d'études actuelles et qui seront abordés, et certainement pas résolus, dans les chapitres suivants. Voilà, où en est-on dans ce travail de remonter à partir du système? Donc, nous avons vu comment les systèmes pour lesquels on peut définir des couches hiérarchiques, on peut à ce moment-là encapsuler leurs propriétés dans les différents niveaux hiérarchiques. En revanche, la physique statistique est là lorsqu'on a des systèmes pour lesquels il n'y a pas de vraie structure hiérarchique et de nombreux composants internes. Reste tout le problème de tous les systèmes pour lesquels il n'y a pas de structure hiérarchique possible et pour lesquels les composants ont des comportements variables et complexes. C'est tout l'objet des chapitres qui suivent, qui permettront par exemple d'aborder les problèmes d'évolution d'un tas de sable, d'une tornade, de la météorologie, d'un trafic routier ou de l'évolution d'une pandémie dans des pays ou à l'échelle d'un global. Donc tout système macroscopique dont nous essayons de voir s'il est possible de les réduire à des comportements à des échelles inférieures. Voilà, c'est un tour complet, rapide, qui nécessiterait énormément de développement parce que la physique statistique s'est énormément développée. On a par exemple introduit la notion de chemin de phase. Comment expliquer à partir du microscopique que les molécules d'eau, lorsqu'on passe de moins 0,1 Celsius à plus 0,1, la molécule ne voit pas beaucoup de différence, alors que globalement, ceci se traduit au niveau macroscopique par un changement de glace en eau, etc. Donc la physique statistique, ici, je ne l'ai abordée que sous l'angle très général pour expliquer comment elle fait le pont entre le microscopique et le macroscopique, mais ce serait l'objet d'un cours à part dans son ensemble. Mais ceci étant dit, désormais, après un chapitre un peu plus épistémologique, nous allons aborder les outils théoriques et pratiques pour essayer d'aborder les systèmes, justement, que l'on ne peut pas hiérarchiser ou qu'on ne peut pas réduire par les outils de la physique statistique. À bientôt.